Et à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Histoire du monde, les chasseurs-cueilleurs. Podcast présenté par notre collaborateur Pascal Cusson, mis en vidéo par moi-même. Pascal nous présente donc une nouvelle vidéo en tout, avec donc les chasseurs-cueilleurs. C'est très intéressant à suivre, comme toutes les autres histoires du monde d'ailleurs, où on apprend beaucoup de choses, et personnellement j'en apprends beaucoup aussi de mon côté, parce que bon, j'ai des lacunes comme par-ci par-là que j'ai oublié tout le temps, hein. C'est normal, et puis bon, je ne savais pas tout, j'ai pas tout appris à l'école non plus, hein, parce qu'à l'époque on parlait pas de certaines choses quand même dans l'histoire du monde, et malheureusement c'était des lacunes. Donc merci Pascal de nous remettre au goût du jour en étant culturel, c'est bien. Je sais que ça va être apprécié par des amis, donc on y va. Je te laisse bébé, à toi d'y aller avec l'histoire. A bientôt sur une prochaine vidéo de ma part les amis, et passez tous une très bonne journée, salut. CC Info 91, de l'info qu'il vous faut. Si la vidéo vous intéresse, merci de vous abonner à CC Info 91, on sera vraiment très content avec Pascal et on vous attend nombreux. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à vous tous, bonne journée. Et puis n'oubliez pas, l'histoire du monde, c'est important de le connaître aussi, hein, parce que bon, ça nous a apporté beaucoup de choses dans notre vie, hein, dans le passé, et puis bon, maintenant c'est pareil, ça continue. On aura bientôt dans le futur des histoires de notre temps, hein, voilà, les petits enfants, tout ce qu'on veut, verront comment on vivait de nos jours. J'espère donc qu'il y aura beaucoup d'histoires vraiment à raconter plus tard. Allez, je débloque un petit peu là, mais bon, c'est pour sourire, hein, voilà, en ce moment on a besoin de sourire avec le Covid, donc n'oubliez pas, abonnez-vous, et puis écoutons Pascal ensemble, salut. Chers amis auditrices et auditeurs, bien le bonjour, c'est encore une fois Pascal Cusson avec vous pour la chaîne YouTube de notre ami Leclerc, CC Info 91. Aujourd'hui, le sujet qui va être abordé, c'est encore dans la saga de l'histoire du monde. Vous allez avoir une lecture de fiches par Julie de France concernant les peuples chasseurs-cueilleurs. Donc, cela remonte au paléolithique, au néolithique, et ainsi aussi à toutes les histoires, les étapes de l'histoire humaine, veux-je dire. Et même de nos jours, il y a encore des peuples de chasseurs-cueilleurs qui vivent comme à l'époque du paléolithique et néolithique. Histoire du monde, les chasseurs-cueilleurs. Introduction. Le chasseur-cueilleur est un humain dont le mode de vie est fondé sur la chasse, la pêche et la cueillette. Historiquement, ce sont les premiers modes de subsistance de l'espèce humaine, qui consistent en un prélèvement de ressources directement dans la nature. Cette stratégie peut toutefois s'accompagner localement de stratégies de sélection, avec une transformation qui va jusqu'à nécessiter l'usage de pierres polies ou de céramique. Les sociétés du Paléolithique ont toutes été composées de chasseurs-cueilleurs et de nombreuses sociétés passées étudiées par le monde moderne le sont aussi. Il est cependant difficile d'utiliser les données de l'ethnographie relevées à l'époque moderne pour tenter de reconstituer les sociétés passées. De manière générale, l'ensemble de l'humanité était formé de chasseurs-cueilleurs jusqu'à la révolution néolithique, étant également perçu comme un processus, la néolithisation, allant du mésolithique au néolithique. Certains peuples sont encore aujourd'hui des chasseurs-cueilleurs modernes, ils sont toutefois très minoritaires, et ont connu d'importants métissages avec des populations agricoles. Ils vivent tous au contact et sous la domination politique de sociétés agricoles et industrielles.
Terminologie. Autrefois, les termes de « chasseur-trappeur » ou de « fermier-trappeur » concurrençaient celui de « chasseur-cueilleur ». Venu de Scandinavie, cette dénomination supposait une économie de prédation paléolithique et définissait mal les chasseurs-cueilleurs contemporains. Aujourd'hui, on trouve des cueilleurs-chasseurs en Arctique, dans les forêts tropicales humides où les autres formes de subsistance sont impossibles. La plupart de ces groupes n'ont pas toujours été cueilleurs-chasseurs et vivent souvent au contact, plus ou moins direct, de sociétés agricoles avec lesquelles ils commercent et ont éventuellement des liens familiaux. De nombreux chasseurs-cueilleurs contemporains ont des ancêtres fermiers qui ont été repoussés dans des zones périphériques au cours de migrations et de guerres. Sur la surface du globe, un grand nombre de populations de chasseurs-cueilleurs s'est lentement néolithisé, comme ce fut le cas en France, entre le 7e et le 5e millénaire avant Jésus-Christ. En Afrique de l'Ouest, après l'apparition de la céramique vers 11 500 avant le présent, dans des populations de chasseurs-cueilleurs, la sécheresse grandissante du Sahara vers 2000 avant Jésus-Christ a poussé des populations d'éleveurs, de bergers nomades, vers le sud, introduisant des innovations et les premiers paysans sédentaires y apparaissent alors vers 1500, et peu après, au XIVe siècle avant Jésus-Christ, la technologie du fer. Au Japon, des conditions favorables ont permis l'évolution de pêcheurs et chasseurs, cueilleurs sédentaires pendant la longue période J-Mon, de 15 000 jusqu'en 300 avant Jésus-Christ, alors qu'il était parmi les premiers inventeurs de la céramique avec des chasseurs-cueilleurs en Chine entre 17 et 15 000 ans avant Jésus-Christ. Les chasseurs-cueilleurs possédaient, pour certains, des technologies et des pratiques, comme la sédentarité, totale ou opportuniste, autrefois considérée comme spécifique du néolithique. Ils possédaient certainement aussi d'autres savoirs, liés à des matériaux qui ne se sont pas conservés pour diverses raisons, dont l'acidité du sol, et des traits culturels complexes, comme leur législation, qui n'ont pas laissé de traces. L'invisibilité archéologique, pour ce qui concerne les sociétés de chasseurs-cueilleurs disparues, est un problème essentiel. Il est donc nécessaire de remettre en question l'usage systématique de l'expression « société complexe » employée pour distinguer des sociétés où les signes de hiérarchie sociale ont été conservés par certaines pratiques funéraires et certains matériaux, qui les opposent aux sociétés de chasseurs-cueilleurs à contrario, simples. Aujourd'hui, on estime que ces communautés de chasseurs-cueilleurs disparaîtront d'ici à quelques décennies. La colonisation et l'industrialisation participent à ce processus très rapide et leur santé est mise en péril dans ce changement. Mode de vie. L'habitat et les constructions correspondent autant au rythme des activités et à leur durée qu'à ces activités elles-mêmes dans leur diversité, sachant que les chasseurs-cueilleurs ont aussi eu d'autres pratiques, que certaines les ont conduits à des activités semi-sédentaires, etc. En général, changeant plusieurs fois de lieu de résidence dans l'année, ils ne consacrent que le travail indispensable pour ce qui sert temporairement de maison. Pour cela, ils transforment des peaux ou des écorces pour en faire des tentes, éventuellement. Ils construisent aussi des huttes de branchage ou des parevents, ou utilisent des abris sous roches faciles à aménager. Les chasseurs-cueilleurs n'utilisent que des matériaux disponibles dans la nature pour construire des abris. Mais ces matériaux sont nombreux et ils sont souvent transformés de manière plus ou moins complexe. Ils utilisent, entre autres, des abris sous roches qui n'ont besoin que de peu d'aménagement. Ces abris protègent des intempéries et des autres prédateurs. La plupart des établissements de plein air des chasseurs-cueilleurs furent désertés quand le climat, qui s'était réchauffé, se refroidit durant 1200 ans. Vers 9600 avant Jésus-Christ, les températures augmentèrent de nouveau et des villages réapparurent. On a découvert en Sibérie des structures habitables construites par des chasseurs-cueilleurs avec des ossements de mammouth, leur taille pouvant être de grandes dimensions. On recouvrait ces carcasses gigantesques de plusieurs peaux de mammouth, des peaux étaient étendues à l'intérieur pour isoler les pieds du froid. On pratiquait au sommet des trous d'évacuation pour expulser la fumée des foyers de pierre situés à l'intérieur de la structure. On suspendait des pots à des perches bâties en forme de cadre pour procurer un minimum d'intimité aux couples et familles, autour d'un espace central dédié à la cuisine et aux autres travaux généraux ainsi que pour les réunions du clan et les cérémonies religieuses. Les os des pieds des mammouths servaient de mortier, les fémurs de pilon, ces deux outils servant à moudre les graminées sauvages pour en obtenir une farine grossière servant à fabriquer des galettes que l'on faisait cuire sur des pierres plates mises au feu du foyer central de la construction. Mobilité, semi-sédentarité et sédentarité des chasseurs-cueilleurs modifier le code. Certains groupes de chasseurs doivent parcourir d'importantes distances pour se procurer du gibier. Le chasseur-cueilleur, ancien et moderne, peut devenir nomade lorsque les ressources naturelles viennent à manquer, mais il peut aussi se contenter de se déplacer un peu pour revenir au même endroit quelque temps plus tard en ayant préparé son retour auparavant.
par exemple en suspendant des ballots de peau contenant des viandes séchées ou boucanées, des graminées, des fruits et des légumes secs, ainsi que des pierres taillées, et suspendre les 10 ballots à de solides branches de gros arbres situés en hauteur. Ou bien, ils étendent peau par terre, y entreposent leurs biens et aliments qu'ils ne veulent pas emporter durant leurs errances, et les recouvrent de pierres assez grosses ne pouvant pas être déplacées par les animaux sauvages. La grande majorité des sociétés de chasseurs-cueilleurs sont plus ou moins nomades. Habituellement, les ressources autour d'un campement sont épuisées au bout d'un certain temps, comme une saison, rendant nécessaire le déplacement du groupe ou sa semi-sédentarité, saisonnière par exemple. Il y a toutefois des exceptions, comme les riders de la Colombie-Britannique qui ont pu se sédentariser dans une région suffisamment riche, ce fut le cas aussi au cours de la période J-Mon au Japon. La semi-sédentarité est une stratégie typique des chasseurs-cueilleurs comme dans la Chine ancienne, au sud comme au nord, correspondant à la période d'occupation de la grotte de Lichanian, avec la plus ancienne céramique du monde, en 2014, qui peut être assimilée aux signes avant-coureurs de la néolithisation en Chine. Un mode de vie de chasseur-cueilleur nomade n'exclut pas la possibilité de lieux de grands rassemblements périodiques permettant notamment le troc, les unions maritales afin d'éviter la consanguinité, et des pratiques religieuses. Ils peuvent même conduire à l'érection de structures pérennes comme Stonehenge ou Göbekli Tepe. Formes spécifiques d'agriculture, pratiques culinaires et outillage. De très nombreuses découvertes, surtout depuis les années 2000, en particulier en alliant les disciplines archéologiques et anthropologiques, ont montré que les cultures de chasseurs-cueilleurs ont donné à l'humanité certaines inventions fondamentales qui étaient autrefois attribuées aux sociétés du néolithique. Parmi ces innovations, la pierre polie et la céramique, la domestication du chien et la sélection de certaines espèces végétales, certaines formes d'agriculture comme la sylviculture, c'est-à-dire la domestication des arbres fruitiers afin d'en améliorer le rendement. Ceci pose des questions nombreuses, terminologiques, la néolithisation, la classification des sociétés en, plus ou moins complexes, etc., mais aussi d'ordre méthodologique. Ils chassent aussi les animaux sauvages pour s'alimenter, utilisent leurs os pour fabriquer des outils et s'habillent de leur peau cousue avec des aiguilles d'os et des fils de matière végétale ou animale. Ils savent aussi tresser et fabriquer des fils et des cordes. Ils pêchent grâce à des ressources également prélevées, comme les harpons fabriqués en corne ou en os poli et façonnés. Ils cueillent de nombreuses espèces de fruits, en particulier des noix et éventuellement des glands, et des plantes diverses, dont des graminées ou des bulbes, pour se nourrir et se soigner. L'homme prélève sa nourriture, il ne la produit pas. Le chien, unique animal domestique des chasseurs-cueilleurs paléolithiques, est domestiqué comme auxiliaire de chasse et non pour la production de viande. L'alimentation préhistorique des chasseurs-cueilleurs peut être connue par différentes méthodes, analyse des repas conservés dans les sites préhistoriques, éclats lithiques, tessons de poterie, ossements d'animaux, restes de graines et de fruits minéralisés ou carbonisés, étude des isotopes stables du carbone, de l'oxygène et de l'azote dans la matière organique des ossements humains, permettant en plus d'estimer la part de l'alimentation végétale /animale ou terrestre /marine dans le régime alimentaire, rapport entre le barium et le strontium ou le barium et le calcium présents dans l'émail dentaire, qui permettent de préciser le type de viande d'herbivore ingéré, analyse des particules piégées dans le tartre dentaire, pollen, grains d'amidon, phytolite. Même si ces populations ont pu pratiquer une forme embryonnaire d'agriculture sur des lopins de terre, les plantes sur lesquelles elles veillaient restaient souvent à l'état sauvage. Cela dit, les populations de chasseurs-cueilleurs de la période J-Mon ont manifestement pratiqué la sylviculture et la sélection des arbres produisant les fruits les plus gros, les châtaignes et les glands. Comme il est attesté que ces populations, en Chine et au Japon, ont consommé de grandes quantités de coquillages ainsi que des châtaignes et des glands, il semble qu'il ait été nécessaire d'utiliser des récipients de céramique pour les cuire et rendre consommables coquillages et glands. Ceux-ci doivent être cuits afin d'éliminer leur acide tannique. Meules et broyons se rencontrent aussi pour la préparation des végétaux sauvages, glands, châtaignes, qui firent apparemment l'objet d'une sélection, et peut-être d'une sylviculture. Des fragments de galettes ont été retrouvés en milieu humide. Outillage et inventivité. L'économie des chasseurs-cueilleurs est dépendante d'un outillage adapté. Celui-ci a longtemps été réduit aux objets obtenus par la taille de la pierre, fragments résiduels d'outils plus ou moins complexes, et qui se sont bien conservés, mais l'étude systématique de leurs industries lithiques a montré dans un premier temps la diversité des outils obtenus par percussion, et la complexité de cette pratique. La méthode de percussion consistait à frapper une pierre grossière contre une pierre de silex pour en détacher des éclats. On recommençait cette frappe jusqu'à ce que assez d'éclats de pierre se soient détachés du silex pour révéler la forme de la lame de l'outil dont on avait besoin.
Ensuite, on pratiquait à l'aide d'un burin en pierre un trou à la base de la lame, on y passait des liens en cuir ou on enfilait des manches en bois ou en os aussi ayant été percés à leur extrémité, on serrait le plus fort possible les liens de cuir afin que la lame s'emmêche le plus fort possible aux manches. On fabriquait également des pointes de lance ou autres outils de jet comme les bowlers, qui sont deux boules de pierre percées afin d'y faire passer entre elles de longues et solides lanières de cuir. On les lançait ensuite dans les jarrets des proies où ils s'enroulaient afin de les faire tchat pour pouvoir ensuite les achever sans trop se fatiguer. Le bâton à fouir a été utilisé tout autant pour la recherche des tubercules. Ce bâton à fouir était taillé dans une longue branche, on y pratiquait au bout une encoche pour mieux fouiller le sol et piquer les tubercules au bout des deux dents improvisées. Des outils de broyage ont été repérés tardivement, mortiers et rouleaux broyeurs sur pierre plate. Ils ont aussi découvert le polissage de la pierre. On vient de trouver, en 2012, des haches de ce type signalées par Alain Testard 18, dans une culture d'Australie d'il y a 35 000 ans. Cet auteur fait remarquer que la pierre polie, tout comme la céramique, apparaissent dans des cultures de chasseurs-cueilleurs, alors que l'on a cru longtemps que ces techniques étaient des marqueurs de société néolithique. En effet, les premières céramiques sont, en 2011, celles découvertes en Chine du Sud dans la grotte de Lichanian et à peu de temps de là, au cours de la période Proto-J-Mon sur les sites de Shimomushi et celui d'Ode Yamamoto daté à 17 000 et 15 000 avant Jésus-Christ et par ailleurs le désert occidental d'Égypte a livré une première poterie de 7500 avant Jésus-Christ, le Soudan ancien vers 7000 avenue Jean Jésus-Christ et le Mali vers 9400 avenue J.ANT Jésus-Christ. Densité de population. Les populations de chasseurs-cueilleurs sont très peu denses. Dans les régions qui permettent l'agriculture, la campagne peut nourrir de 60 à 100 fois plus de population que le mode de vie de chasse et de cueillette sur la même surface. Grâce au développement de l'agriculture, la population du continent européen est progressivement passée de 300 000 chasseurs-cueilleurs à 30 millions d'habitants quand certains groupements humains cessèrent leurs errances pour se fixer dans des zones peu boisées et où la terre était riche en minéraux, pour y débuter la culture des graminées sauvages qu'ils domestiquèrent afin qu'ils poussent en abondance en un même endroit. Structure sociale. Certains peuples avaient encore jusque récemment un mode de vie de chasseurs-cueilleurs dans lequel le travail des femmes, très lourd, était aussi très encadré par des traditions. Sous d'autres formes, ces pratiques de division sexuelle du travail se sont répétées jusqu'à aujourd'hui. Alain Testard, anthropologue, anthropologie sociale et ethnologue français, publia en 1979 un article sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Il y développe deux problématiques. La première traite des ressemblances entre le modèle de vie des sociétés de chasseurs-cueilleurs contemporaines et celui des sociétés du Paléolithique. La seconde redéfinit la révolution néolithique, ou mieux la néolithisation comme processus lent, en attribuant le passage vers un mode agro-pastoral à la découverte de techniques de stockage. Il a développé, sous un nouvel angle, cette étude en 2014 dans l'Amazone et la cuisinière, Anthropologie de la division sexuelle du travail où il remet en question l'idée commune selon laquelle les travaux demandant de gros efforts sont réservés aux hommes. En fait, d'autres règles non dites régissent les attributions des travaux aux hommes et aux femmes depuis que les chasseurs-cueilleurs se sont fondés sur leur représentation du sang, le sang périodique des femmes, pour structurer les représentations sociales et la constitution du genre. Selon l'hypothèse de la grand-mère, la ménopause chez les femmes aurait permis à celle-ci, en devenant grand-mère, de se spécialiser dans la tâche d'élever ses petits-enfants, déchargeant les mères de cette tâche et transmettant leur expérience, cette division sexuelle du travail favorisant un investissement parental différencié. Les idées qui abondent dans les textes archéologiques sur la place des femmes dans les sociétés préhistoriques sont encore présentes parmi les stéréotypes de genre contemporains. L'historienne des sciences Claudine Cohen rappelle que les idées de division sexuelle du travail trouvent leur source au XIXe siècle de notre ère, mais ont été largement reprises à la base de maintes réflexions contemporaines sur la division sexuelle du travail. À partir des années 1960 furent élaborés, essentiellement dans le domaine anglo-américain, des scénarios d'hominisation qui mettaient en scène, aux origines de l'humanité, le partage des rôles masculins et féminins. Ces généralisations réduisaient la répartition des tâches à de simples dichotomies, l'homme part loin chasser tandis que la femme cueillait reste au campement ou à la caverne, la cueillette de fruits et de végétaux, le déterrage de tubercules et la récolte d'œufs par les femmes représentaient fréquemment la majorité des calories obtenues, l'homme apporte la nourriture et la femme la prépare et la cuit, l'homme travaille les matériaux durs tandis que la femme moins forte physiquement travaille les matériaux souples, l'homme fabrique et utilise les outils élaborés tandis que la femme privilégie les outils sommaires. Sociétés égalitaires ou non. Par ailleurs, les sociétés de chasseurs-cueilleurs tendent à ne pas avoir de structure sociale hiérarchique, mais ce n'est pas toujours le cas. Le nomadisme leur permet d'éviter l'accumulation de biens, source de l'inégalité.